Ah, journée spéciale, émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Ce 4 février 2022, Sud-Ouest et TV7 s'associent avec le CHU de Bordeaux pour vous proposer deux rendez-vous exceptionnels, deux rendez-vous spéciaux consacrés à cette maladie qu'est le cancer. Une maladie qui touche encore 18 millions de nouveaux malades par an. Dans le monde, un homme sur 8 décède d'une forme du cancer et c'est le cas d'une femme sur 11. En France, on parle de près de 380 000 cas de cancer détectés par an et près de 160 000 décès. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici sur ce plateau de Sud-Ouest TV7 pour cette émission spéciale. Pour cette première rencontre, nous allons surtout parler des cancers pédiatriques, puis nous parlerons de ce qui est qualifié de cancer de mauvais pronostic. Ça sera notre deuxième rendez-vous. Et comme vous avez été très nombreux à nous alarmer, à nous poser des questions, à aller chercher des renseignements, nous avons un temps spécifique, questions-réponses, qui vous est réservé, vous les fidèles de TV7 et de Sud-Ouest, grâce aux médecins du CHU et aux professeurs du CHU de Bordeaux qui nous accompagnent. Nous en avons deux d'ailleurs sur ce plateau. C'est le menu, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Annots Carrère, vous êtes la responsable de l'unité hématologie et cancérologie pédiatrique, c'est le sujet, au CHU de Bordeaux. Et professeur Stéphane Ducassou, vous êtes aussi praticien hospitalier et responsable de la recherche clinique au service de pédiatrie du CHU de Bordeaux. Je le répète, on va consacrer cette première rencontre à la pédiatrie et au cancer en pédiatrie. Je crois qu'il faut parler tout de suite, docteur Annots, si vous êtes d'accord, de la sémantique. On est concerné de quel âge à quel âge quand on parle de cancer pédiatrique ? Alors le cancer des enfants, bien ça touche de 0 à 18 ans. On peut malheureusement naître déjà porteur d'une tumeur cancéreuse. Et ensuite, on prend également en charge en pédiatrie les adolescents de 15 à 18 ans. Donc c'est une tranche d'âge assez vaste. Donc 0 à 18 ans. Sur cette tranche d'âge, justement, quel est le pourcentage de malades du cancer par rapport aux chiffres qu'on vient de rappeler au niveau mondial et peut-être plutôt au niveau national ? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces jeunes malades ? Alors ces jeunes malades représentent moins de 1% de l'ensemble des cancers. Donc quelque chose de très rare. C'est aussi le pourcentage qu'on observe au CHU de Bordeaux par rapport aux statistiques que vous menez ? Tout à fait, tout à fait. Alors si on rapporte ça à un nombre de nouveaux cancers, en France, les cancers de 0 à 18 ans vont représenter environ 2500 nouveaux cas par an. Et au CHU de Bordeaux, nous accueillons chaque année 130 nouveaux patients porteurs de cette affection venant de notre territoire. Alors je le disais tous les deux quand on faisait l'avant-propos de cette rencontre, on a eu beaucoup, et on remercie encore les internautes, les lecteurs, les fidèles des réseaux de sociaux de Sud-Ouest et de TV7. Il y a eu beaucoup de questions. Il n'y en a pas eu beaucoup, justement, sur les cancers pédiatriques. Ça peut s'expliquer déjà par ce pourcentage, et on le verra tout à l'heure certainement aussi sur un lien de proximité très grand. En revanche, il y a une question qui est venue, c'est un peu quelles sont les raisons, quelles sont les causes de ces cancers chez l'enfant, les trois principaux cancers concernés en pédiatrie. Alors, les cancers en pédiatrie sont très différents des cancers de l'adulte. Les 4 cancers qui existent de façon prépondérante chez l'adulte, qui sont le cancer du poumon, du côlon, du sein ou de la prostate, n'existent pas chez l'enfant. Chez l'enfant, nous avons des types cancéreux très différents. Les 3 qui prédominent sont les leucémies aiguës, les cancers de la moelle osseuse ou du sang. Première cause. Voilà, les tumeurs cérébrales en second et les lymphomes en troisième, qui sont des cancers du système lymphatique ou du système immunitaire. Donc ces 3 cancers sont vraiment très différents de ceux de l'adulte. Alors ça, on en reparlera parce qu'effectivement, les traitements aussi vont être différents. Est-ce que les causes, évidemment, sur ces jeunes enfants ou ces jeunes adolescents ou jeunes adultes sont elles aussi différentes ? Oui. Alors, parmi les facteurs favorisants chez l'adulte, beaucoup de cancers environnementaux, de facteurs environnementaux sont mis en avant. Ce n'est pas le cas en pédiatrie. Beaucoup d'études scientifiques ont été réalisées. Les facteurs favorisants qui existent en pédiatrie sont plutôt d'ordre génétique, c'est-à-dire le fait d'avoir dans son corps une particularité au niveau du patrimoine génétique de nos cellules qui expose à un risque un peu plus important de cancer. Alors ça peut être une particularité individuelle. Par exemple, la trisomie 21 expose à un risque un peu plus élevé de faire une leucémie aiguë qu'un enfant tout venant. Ou bien ça peut être une particularité portée par la famille. Et on connaît quelques syndromes de prédisposition génétique au cancer. Et dans ces cas-là, effectivement, ça peut être un facteur favorisant pour la survenue d'un cancer chez l'enfant. En termes environnementaux, il n'y a que les radiations ionisantes, mais de l'ordre de l'accident nucléaire, donc à extrême forte dose, qui ont été
prouvée comme pouvant favoriser des cancers chez Est-ce l'enfant. qu'en creux, on doit entendre qu'aujourd'hui, et à l'image de ce que vous avez dans votre quotidien tous les deux, on peut dire qu'on n'est pas concerné ou pas du tout concerné par des cancers qui seraient liés à des causes environnementales, liées au traitement, par exemple, phytosanitaire, qui a été un grand débat qui puisait dans ce département de la Gironde, même si aujourd'hui on s'adresse à la région en son intégralité. Aucune étude scientifique n'a pu le prouver à ce jour. Professeur Ducassou, merci d'être là tous les deux. Est-ce que on voit bien déjà qu'on est sur des choses très, très différentes par rapport à l'adulte et on avait déjà traité dans le cadre de ces journées mondiales contre le cancer ici sur le plateau de TV7 les causes et les traitements du cancer. Est-ce que le fait qu'on ait moins de connaissances de ces causes du cancer pédiatrique limite le développement de ces traitements? C'est-à-dire, est-ce qu'on manque de connaissances des causes et que ça impacte la connaissance du traitement? Alors non, le pas connaître les causes du cancer ne va pas modifier les traitements qu'on va utiliser, puisque ce qui va déterminer ces traitements, c'est la nature en elle-même du cancer. Donc ce qu'on va chercher à optimiser dans les traitements va nécessiter de comprendre le mécanisme qui a conduit une cellule qui était normale à devenir cancéreuse, et ce, quelle qu'en soit la cause. Après, comme l'a évoqué le docteur Notz, s'il y a un terrain prédisposant qui a été identifié, ou un terrain de susceptibilité, comme la trisomie 21 ou d'autres facteurs génétiques, on peut être amené à modifier nos traitements pour éviter de surajouter de la toxicité, mais en soi, de ne pas connaître les causes ne nous empêchera pas d'avoir des traitements qui seront efficaces. On peut venir sur le terrain prédisposant parce que forcément qu'à un moment les familles, les gens qui nous suivent avec attention, et on le disait tout à l'heure, il y a une audience déjà qui s'apprêtait à nous regarder et à nous écouter parce qu'il y avait beaucoup de questions. Vous parlez de terrain prédisposant, ça veut dire que nous, parents, on peut repérer ces terrains prédisposants par rapport à un antécédent familial, ou est-ce que c'est plutôt le médecin de famille, le médecin traitant qui va aider la famille à y voir clair? Alors, encore une fois, les cancers pédiatriques, c'est des cancers qui sont très rares, et les terrains prédisposants au sein des cancers pédiatriques sont encore des choses qui sont beaucoup plus rares. Donc c'est plus après, au moment où quelque part le diagnostic de cancer est fait, en dehors des grandes causes ou des pathologies qui ont été identifiées pour d'autres raisons, qu'on va être amené à identifier éventuellement un facteur prédisposant. Le docteur ne se disait des cancers franchement différents chez l'enfant que chez l'adulte. Est-ce que le traitement est franchement différent lui aussi? Alors, en termes d'armes thérapeutiques, les armes, elles sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire un traitement qui est général, qui est la chimiothérapie, et puis des traitements plus focus, plus localisés, que vont être la chirurgie ou la radiothérapie. Après, il est vrai que chez un enfant, on va tenir compte des particularités d'un enfant, et notamment de tout ce qui est croissance et éventuellement développement de séquelles. Par exemple, si on envisage une chirurgie orthopédique pour une tumeur d'un membre, non seulement la chirurgie orthopédique va tenir compte bien évidemment de la tumeur en elle-même, mais également du potentiel de croissance du membre chez l'enfant. Et pour la radiothérapie, ça va être la même chose. On va essayer d'éviter de développement de séquelles ou d'impact trop important sur un organisme en croissance. Et aujourd'hui, on essaye d'en limiter l'utilisation pour la radiothérapie chez l'enfant, même si on sait que dans certains types de cancers, et notamment les tumeurs cérébrales qui sont la deuxième cause de cancer, c'est une arme qui est indispensable. Sur la tumeur cérébrale ou sur les autres causes et des cancers dont on vient de parler, est-ce que le fait qu'on soit sur des enfants ou des jeunes adultes, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des traitements plus forts qu'on ne le ferait chez l'adulte? Oui, alors en termes de dose-intensité, on peut se permettre chez un enfant de faire des traitements qui proportionnellement vont être plus forts. Pourquoi ? Parce que pour la chimiothérapie notamment, les cancers de l'enfant sont reconnus comme étant plus chimiosensibles, pour différentes raisons, que les cancers de l'adulte. Et par ailleurs, un enfant, c'est un organisme qui a moins vécu qu'un adulte, qui a donc moins été impacté par différentes choses, que ce soit des expositions à certains toxiques ou à des facteurs de risque exogènes. Et donc on va pouvoir se permettre, proportionnellement bien sûr, tout est une question de proportion par rapport aux tailles et au poids, d'utiliser des chimiothérapies plus fortes. Juste une précision technique, professeur Ducassou, vous voulez bien, vous avez utilisé le mot chimiosensible. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire d'être plus Chimiosensibles, les chimiothérapies, globalement, l'objectif, c'est d'impacter les cellules qui se développent le plus vite. Or, les cancers de l'enfant, certaines formes de cancer de l'enfant sont connues pour se développer particulièrement vite et donc ont une sensibilité à la chimiothérapie, chimiosensible, qui est plus importante que chez l'adulte. Docteur Notz, avant qu'on parle de traitement dans le cancer et surtout chez les cancers d'adultes, on parle énormément de prévention. C'est que je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, et on participe, j'espère, modestement encore avec ces émissions spéciales tout au long de cette journée sur TV7 et sur Sud-Ouest, à inciter les gens à être très attentifs, à faire de la prévention. Qu'est-ce qu'il en est de la prévention du cancer chez l'enfant? Parce que là, on a l'impression en revanche que
ou alors on a mal écouté ce que vous dites, vous les médecins, mais on n'entend pas parler de prévention du Non, cancer chez bien l'enfant. sûr, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. La prévention chez l'enfant, c'est réduit parce que, en tout cas, la prévention primaire, hein, comme il n'y a pas de facteur de risque en dehors de la génétique sur laquelle on ne peut pas agir, il n'y a pas vraiment de prévention primaire possible. Par contre, en tant que pédiatre, nous avons un objectif qui est celui de la prévention secondaire, et tous ces enfants qui ont déjà traversé cette épreuve du cancer, nous les accompagnons à prendre soin de leur santé et finalement, pour l'avenir, à eux-mêmes faire également une prévention pour leur état d'adulte. Est-ce qu'on peut le préciser? C'est pas pour faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire du coup de dire on peut quand même faire quelque chose? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on disait tout à l'heure, un terrain propice, que quelqu'un vous ait mis en alerte et à ce moment-là, oui, on va aller faire ce travail de prévention et on ne peut pas faire passer le message de la prévention à tout le monde. Non. En fait, la prévention strictement sur les cancers pédiatriques, ça sera uniquement dans les familles identifiées ayant une prédisposition génétique. Mais encore une fois, c'est vraiment rare, c'est minime hein, parmi l'ensemble des enfants. Cela, une sœur, un frère a eu un souci ou un parent. Alors on a identifié parce qu'il y a dans une même famille plusieurs cancers qui arrivent chez des sujets de moins de 40 ans et qui sont apparentés proches. Moins de 40 ans, plusieurs cancers. Okay. Un parent, un cousin, moins de 40 ans, 3 cancers dans la même famille. On va se poser des questions. Okay. On va faire une recherche et parfois on va aboutir à effectivement l'identification d'un terrain prédisposant. Dans ces cadres-là, effectivement, on peut proposer aux enfants sains d'avoir une surveillance particulière. Le but, c'est plus du dépistage pour être à un temps plus précoce du diagnostic et donc un traitement qui sera beaucoup plus léger que réellement une prévention. Sur cette partie, justement, est-ce que les familles qui sont malheureusement déjà concernées par la maladie chez des adultes doivent elles-mêmes être attentives, ou est-ce que vos confrères, vos consoeurs qui suivent ces malades adultes vont évidemment faire passer le message en disant attention, peut-être qu'il faut que vous voyiez quelqu'un pour votre enfant? Est-ce que c'est aujourd'hui une règle? Vraiment, il ne faudrait pas du tout le généraliser parce qu'encore une fois, ces terrains prédisposants familiaux sont très rares. Très bien, donc voilà. On ne lève pas d'inquiétude, on peut... Non, voilà, vraiment, raisonnablement, non. Très bien, c'est important, je pense, et de prévenir et bien non sûr. Pas d'affoler. C'est la seule chose qui existe comme facteur de risque chez l'enfant, mais ça concerne très peu d'enfants. La plupart des cas de cancer de l'enfant arrivent de façon accidentelle et non liée à un facteur de risque. Alors on parle déjà beaucoup des parents, parce que comme on parlait de cancer pédiatrique sans parler des parents, est-ce qu'on peut parler du parcours patient, qui est quand même particulier dans ce cadre-là, de 0 à 18 ans, et est-ce qu'on a un parcours patient du parent aussi important qu'un parcours patient du patient, si je puis dire? Alors, on va peut-être parler d'abord du parcours patient, parce que déjà en lui-même, c'est quelque chose de très singulier. Du fait de la rareté, on l'a déjà bien précisé, la prise en charge des enfants, elle a été très, très tôt centralisée sur des unités particulières qui ont une expertise. Donc ces unités sont au nombre de 30 en France. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 3 unités sont repérées. On va voir une infographie pendant que vous parlez d'ailleurs qui va nous permettre de nous repérer. 3 unités sont identifiées par l'ARS et labellisées par l'INCa comme pouvant prendre en charge. De santé, hein, parce qu'on non, mais c'est juste qu'on comprenne de quoi on parle. Et qui sont labellisées par l'Institut national du cancer comme étant accréditées à prendre en charge les enfants du cancer. Donc ces 3 unités sont les unités d'oncologie pédiatrique des CHU de Bordeaux, de Poitiers et de Limoges, chacun prenant en charge les enfants qui habitent au plus près. C'est ce qu'on voit sur cette infographie qu'on remet à l'écran, donc ça permet d'irriguer l'ensemble du territoire. Exactement. Et donc, tout enfant, où qu'il habite dans notre région, va être référé au centre de référence le plus proche de son domicile pour avoir sa prise en charge initiale. Tout ce qui est diagnostic, bilan d'extension, mise en place du traitement qui a été décidé en concertation pluriprofessionnelle. Et ensuite, on va également être attentif à la qualité de la prise en charge. Donc tout ne va pas être centralisé dans ces unités spécifiques, mais on va développer autour de chaque CHU un réseau territorial qui va permettre de déléguer à des services de pédiatrie de centres hospitaliers généraux une partie du traitement et la surveillance entre les traitements. Donc ce maillage du territoire, il a 2 objectifs importants. C'est d'une part l'accès à des soins de qualité pour tout enfant de notre territoire et deuxièmement le maintien d'une qualité de vie avec les soins le plus rapprochés possible du domicile. Donc ce double objectif à la fois expertise technique et qualité de vie
C'est la vision humaniste que nous avons du soin en oncologie combien pédiatrique. importante, on imagine, qui plus est, dans les cas que vous accompagnez. Est-ce à dire quand même qu'il va y avoir quelquefois des demandes où vous allez inciter les familles à emmener l'enfant plutôt vers un des centres, parmi ces 3 centres, parce qu'il a une spécialisation, ou est-ce que les 3 vont être à égalité de compétences sur l'ensemble des maladies? Comment ça fonctionne? Ou est-ce qu'on peut comprendre, et que ça serait légitime qu'une famille de Limoges comprenne qu'à venir au CHU de Bordeaux, ou que quelqu'un qui serait dépendant du CHU de Bordeaux est à Poitiers? Est-ce que c'est une réalité? Alors, c'est une bonne question. On travaille vraiment à cette coordination. Parce que si vous travaillez, effectivement. Absolument. On peut dire que pour les cancers, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire la majorité des tumeurs, le traitement de première ligne est proposé de façon tout à fait équivalente dans les 3 CHU. Donc ça concerne la majorité des enfants. Après, il y aura quelques cancers vraiment spécifiques, plus rares ou très connus comme étant de bien plus mauvais pronostics ou qui vont nécessiter des techniques de traitement particulières, par exemple la greffe de moelle osseuse. Pour ces cancers-là, également ceux qui rechutent ou qui sont réfractaires, qui deviennent complexes finalement, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une référence plutôt dans un des 3 CHU. Et on a, au-delà de cette collaboration intra-régionale, également une collaboration interrégionale pour des thématiques encore plus pointues. Est-ce qu'une famille, aujourd'hui, a le libre choix de dire mon enfant sera soigné à Bordeaux, à Limoges ou à Poitiers, ou est-ce qu'il y a une carte, entre guillemets, avec l'ARS qu'on a cité tout à l'heure, l'Agence régionale de santé, qui fait que les patients dépendent directement, dans le cadre du cancer pédiatrique, d'un lieu de référence qui lui est attribué? Alors, on pourrait répondre en disant que les deux sont vrais. Dans les plans cancer, dans la réflexion qui a été faite autour de l'oncologie pédiatrique, effectivement, les parents peuvent émettre des choix. Alors, ils sont surtout guidés par la qualité et la facilité de la vie. C'est-à-dire que des parents qui auraient, par exemple, un frère ou une sœur ou des parents eux-mêmes qui habitent dans une région, pour des questions pratiques, parce que ce sont des traitements qui sont très désorganisants pour la vie de famille et qui sont longs dans le temps, pourraient demander à être pris en charge plutôt sur un centre que sur un autre. Et ça s'écoute et ça s'entend. Après, s'il n'y a pas de conditions particulières, effectivement, le plus logique, c'est d'être pris en charge sur le centre de référence qui est le plus près de son domicile. Et c'est ça, en pratique, qui nous guide. Alors la question était évidemment pour accompagner la suivante. Ce parcours du patient, et je le disais tout à l'heure, souvent le parcours du parent, vous venez de le dire, c'est désorganisant, c'est long, on va le préciser. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les médecins que vous êtes, là tous les deux, vous avez un double parcours, le parcours du patient enfant et le parcours du parent de l'enfant malade? C'est la spécificité de la pédiatrie, bien sûr. Et à qui on parle le plus? C'est une triade. Alors, avant tout, nous sommes les médecins de l'enfant. Vraiment, et ça nous y tenons. Et dans tous les échanges que nous avons avec les familles, il y aura un temps forcément pour les parents parce que c'est eux qui sont responsables légaux de l'enfant, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui vont nous aider et être moteurs aussi dans l'adhésion du patient à son traitement. Mais nous sommes avant tout les médecins de l'enfant. Et on gardera systématiquement un temps d'échange avec l'enfant seul, lui laissant aussi la possibilité de nous poser des questions directes et pas en présence de ses parents. Mais par contre, l'accompagnement des parents, bien sûr qu'il est indispensable et tout ça, c'est formalisé dans ce qu'on appelle le dispositif d'annonce. C'est particulièrement important au début de la prise en charge et nous sommes en mesure, au CHU de Bordeaux, dans notre unité, d'offrir à chaque nouveau patient et à chaque nouvelle famille une prise en charge très complète, qui soit à la fois sur le plan médical, bien sûr, avec des entretiens, avec des entretiens avec une puéricultrice qui aide à reformuler les choses. Et puis, nous sommes en mesure d'offrir une prise en charge systématique par une psychologue, par une assistante sociale. Aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Absolument. Par une enseignante qui va veiller à ce que le parcours scolaire de l'enfant ne soit pas complètement déstructuré, et puis une enseignante en activité physique adaptée, parce que finalement la préoccupation du développement d'un enfant malgré ce qui lui arrive, c'est de l'aider à se développer en tant qu'être dans son psyché et dans son corps. Et une dernière question avant de parler de recherche avec le professeur d'éducation. On va regarder d'ailleurs des illustrations qui permettent de voir que l'environnement lui-même à l'hôpital est différent, évidemment, pour ce jeune public de malades, différent de ce qu'on peut connaître pour les adultes. Justement, le temps de l'annonce, est-ce que c'est le temps où c'est déjà le moment le plus important pour faire comprendre et aux parents et à l'enfant, et c'est ma question, est-ce que vous le faites séparément ou ils sont ensemble, de ce qui l'attend et de ce qu'il va avoir comme traitement?
Est-ce que c'est le moment clé ? Bien sûr. Alors, c'est facilité par le fait que les familles soient référées à un centre qui a de l'expertise. Et nous avons cette pratique de faire des annonces, en général en premier aux parents seuls, parce qu'il y a une nécessité d'expliquer ce qui se passe et de reprendre le phénomène cancer dans sa globalité et les traitements qui vont arriver. Ensuite, il y a un temps d'annonce qui se fait à l'enfant par le médecin, en présence de ses parents. Comme ça, les parents entendent le vocabulaire que l'on utilise, comment on amène les choses et dans quelle temporalité on est avec l'enfant. C'est très différent d'avec l'adulte. On est beaucoup dans l'immédiateté et dans le retentissement sur ses préoccupations d'enfant, sa vie de tous les jours. Et ensuite, on garde un temps d'entretien avec l'enfant seul, en mettant ses parents dehors, pour avoir cette relation de médecin soigné qui laisse place à tout un tas de questions et qui permettent de nouer une confiance. Alors la confiance, elle tient aussi évidemment à la qualité du traitement, aux promesses. On va parler de statistiques, évidemment, de résultats avant de boucler cette table ronde déjà riche avec vous, professeur Ducassou. Quelle est la place justement de la recherche clinique face à ces cancers pédiatriques ? Alors, je pense que avant de répondre, faut bien redéfinir ce qu'est la recherche clinique. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame et que dans recherche clinique, on n'entende que recherche et du coup, par certains côtés, expérimentation et autres. La recherche clinique, en fait, c'est l'optimisation des traitements qui sont connus, éventuellement l'introduction de nouveaux traitements avec pour objectif vraiment d'améliorer le devenir des patients avec, et c'est ça qui est important, des règles très strictes qui sont définies au niveau national et international de sécurité, de qualité et d'éthique pour faire des traitements. C'est ça la recherche clinique. Et effectivement, la recherche clinique, elle est très intriquée et dès le diagnostic de cancer de l'enfant. On l'a dit tout à l'heure, les cancers de l'enfant, c'est des cancers qui sont rares. Donc elle doit s'appuyer sur une structuration, et une structuration qui est nationale. Le maillage territorial qui existe au niveau régional, il existe au niveau interrégional, même au niveau national, puisque donc il y a 30 centres experts en France qui fonctionnent ensemble en France métropolitaine, et il y a un centre à La Réunion, et qui permettent en fait de participer à la recherche clinique et de proposer à chaque enfant qu'un enfant qui soit traité à Bordeaux, à Paris ou à Marseille, ils reçoivent exactement le même traitement. Concrètement, c'est-à-dire que vous, les spécialistes, les médecins que vous êtes là autour de cette table, vous allez échanger en permanence au-delà de la région avec vos confrères, vos consoeurs. On est sur des protocoles aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, on était beaucoup sur des protocoles qui étaient nationaux. De plus en plus, et je crois que l'avenir, ça sera ça, c'est des protocoles qui sont internationaux, voire même transatlantiques pour certains, de manière à homogénéiser, optimiser, que ce soit la recherche clinique, on va dire classique, qui est pour le diagnostic, et puis ce qu'on va appeler la recherche clinique de phase précoce, en fait, qui est une recherche clinique qui va donner accès à des potentiellement nouveaux traitements pour des cas de maladies particulièrement graves, particulièrement réfractaires, ou éventuellement qui rechutent. Voilà, c'est ça que la recherche clinique est importante à ce niveau-là. Alors, et au sein de ce réseau régional, de ce réseau national d'échange, et qui en plus doit rassurer les malades potentiels ou parents de malades que nous sommes tous, c'est de se dire que heureusement vous échangez sur les évolutions. Bordeaux, et c'est pas être égocentré ni immodeste, a aujourd'hui un rôle, on va dire, un peu de pôle et en avance. En quoi justement ce CHU de Bordeaux a des qualités à faire valoir au sein de cette recherche nationale? Alors, le CHU de Bordeaux est un centre qui est très important par la taille, par le nombre de nouveaux patients, qui permet aux patients d'avoir accès à tous les traitements potentiels qui sont possibles dans le cadre de la prise en charge d'un cancer de l'enfant, avec une structuration au sein de notre CHU qui permet une interaction permanente entre les différents acteurs, que ce soit les médecins, les infirmières de recherche clinique, les attachés de recherche clinique et au sein de la direction, tout ce qui organise la recherche clinique. Et après, le CHU, il a été labellisé par l'INCa, le CHU de Bordeaux a été labellisé par l'INCa. On va préciser ce qu'est l'INCa. L'INCa, donc l'Institut national du cancer, a labellisé le CHU de Bordeaux en 2019 comme un centre qui peut faire en pédiatrie des phases précoces. On est le 7e centre en France seulement, et on est le seul du quart sud-ouest, ce qui explique quelque part ce rôle de pôle. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient du CHU de Bordeaux ou de la région et de l'interrégion quart sud-ouest peut avoir accès à des thérapeutiques innovantes au sein de notre service, au sein du CHU de Bordeaux, sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Et je crois que c'est très important quand on prend en charge un patient et quand on est à un niveau où on propose des thérapeutiques innovantes,
d'améliorer aussi sa qualité de vie. Et je crois que lui éviter de parcourir des centaines de kilomètres, de faire des allers-retours entre son domicile et un gros centre qui soit à Paris ou à Marseille, à Lyon ou ailleurs, je crois que c'est aussi important. Et donc en ça, le CHU de Bordeaux est à la pointe. Ouais. Vous avez parlé de phase précoce. Oui. On parle de phase précoce dans la recherche ou la phase précoce face à la maladie? Non, de phase précoce dans la recherche. La phase précoce dans la recherche clinique, c'est en fait l'introduction de nouvelles armes thérapeutiques pour traiter un cancer qui soit est de mauvais pronostic, soit revient et ne répond pas, on va dire, aux chimiothérapies classiques. Est-ce à dire que ça, on peut le faire justement, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on peut avoir des traitements plus forts chez l'enfant, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait plus sur le cancer pédiatrique que chez le cancer de l'adulte? Les phases précoces? Oui. Alors non, alors c'est en train de s'améliorer. Beaucoup de cas chez l'adulte, donc potentiellement beaucoup besoin de nouvelles thérapeutiques, moins de cas chez l'enfant, donc plus difficile au départ à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a quand même une proximité entre le développement d'une nouvelle molécule chez l'adulte et son développement ou son essai chez l'enfant. Donc on donne accès aujourd'hui plus tôt qu'avant à des nouvelles molécules chez l'enfant. Allez, un autre cocorico, et après on arrête les cocorices à la CHU Bordeaux. Vous êtes repéré aussi au niveau européen. Là, on est en train d'élargir, et on pense évidemment que ça profite autant que quand vous faites ce maillage national. En quoi c'est un plus d'être repéré au niveau européen sur cette activité au CHU de Bordeaux? Je crois que c'est un plus d'abord pour le patient, parce que ça permet, cette expertise, elle permet au CHU de Bordeaux de coordonner au niveau national des essais européens, donc quelque part de donner accès aux patients. Et puis ça permet aussi au CHU de Bordeaux d'être impliqué dans des réflexions qui vont se faire dans l'avenir sur l'optimisation des traitements, sur les nouvelles molécules pour les patients dans le futur. Alors concrètement, parce que c'était important qu'on aille montrer qu'il y a un gros travail qui est fait pour aller mieux et aller plus fort contre cette maladie, très concrètement, pour les familles de patients déjà concernés ou demain, en quoi ça va impacter le traitement? On a dit tout à l'heure, c'est très long, c'est impactant. Est-ce qu'on va réduire la durée, par exemple, des traitements? Ou est-ce que ça ne va pas être sur la durée? Qu'est-ce que ça va changer? De la recherche clinique, oui, vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce que sont les impacts aujourd'hui ou l'impact principal de la recherche clinique? Les impacts aujourd'hui, ça va être soit dans des cancers qui ont un excellent pronostic, d'essayer de désescalader justement la pression thérapeutique en termes de durée, mais surtout en termes de dose-intensité, en pensant que l'enfant qu'on traite aujourd'hui, c'est un adulte demain, et qu'il faut qu'il vive le plus normalement possible, avec le moins d'effets secondaires possible. Et sinon, ça va être optimiser le traitement dès le départ pour éviter que la maladie ne revienne, parce qu'on sait que quand une maladie cancéreuse revient, elle est forcément plus grave que lorsqu'elle était prise en charge au départ. Allez, le sujet est lourd, on a passé quand même un moment très riche en informations. Je voudrais qu'on finisse par des chiffres qui peut-être vont nous ouvrir et nous donner un peu d'espoir. On a des chiffres qui progressent en matière de guérison, en cancer pédiatrique. Dans quelle proportion et qu'est-ce qu'on peut fixer comme objectif? Donc aujourd'hui, effectivement, 70% des enfants qui vont avoir un cancer vont être guéris du premier coup. Et 80% sont vivants à 5 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on guérit 4 enfants sur 5 qui ont un cancer. Alors l'essentiel des progrès, il s'est fait dans les... Avec une mesure que je vais vous faire répéter, c'est à 5 ans, donc ça peut faire 5 ans. trembler, et si on va un peu plus loin? Alors, disons que 5 ans, c'est ce qui définit la guérison. C'est-à-dire que pour parler de guérison chez un enfant, mais même chez l'adulte, c'est 5 ans de rémission. C'est pas 5 ans à partir du diagnostic, c'est 5 ans à partir du moment où la maladie a disparu. Et les gros progrès sont faits entre les années 70 et 2000, globalement. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que ce taux de 80% à 5 ans, on le grignote petit à petit avec comme objectif le Graal qui est le 100%. Ouais. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que le pédiatre, l'onco-hématopédiatre qui prend un enfant, il a comme objectif, c'est guérir plus et guérir mieux, c'est-à-dire éviter les séquelles à long terme. Et tout ça, c'est la recherche clinique et c'est ce qu'on essaye de s'évertuer à faire au quotidien dès le début de la prise en charge. Je vous y ai acquiescé, Dr Note, ça va être le mot de la conclusion, qu'on parle d'une très belle opération qu'on va faire avec la Ligue contre le cancer. C'est peut-être anecdotique, est-ce qu'il y a des parents aujourd'hui qui viennent vous voir et qui disent « je vous ai connu » j'étais enfant malade, etc. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces patients très longtemps après? Oui, on a des nouvelles et c'est toujours une grande satisfaction pour nous, bien sûr. Le suivi à long terme, c'est un vaste sujet. Ouais. C'est une préoccupation, comme le disait le professeur Ducassou, de guérir plus, guérir mieux. Ces enfants qui ont 60 ans, 70 ans, ouais. 80 ans de vie devant eux quand ils ont été soignés à quelques mois de vie. Donc oui, on a du suivi, on suit nos patients. C'est intéressant à deux niveaux pour nous, pour avoir vraiment ce retour à long terme et vérifier justement qu'il n'y a pas de séquelles qui se développent. Et puis
pour eux, l'occasion de nous montrer qu'ils ont malgré tout réussi leur vie, qu'une forme de résilience les a habités, et avoir participé à ça, c'est toujours très satisfaisant, bien sûr. Une jolie note d'espoir. Merci à vous deux. On va se quitter avec une opération que vous connaissez bien, les amis internautes, lecteurs de Sud-Ouest et téléspectateurs de TV7. C'était l'année dernière. Le Covid avait incité Sud-Ouest à proposer, puisque le Cross Sud-Ouest de Gujan-Mestras, qui réunit environ 12 000 coureurs tous les ans, n'avait pas pu avoir lieu. Sud-Ouest avait proposé un challenge Tour du Monde. N'ayons pas peur des mots. En fait, il s'agit, vous et nous et tous que vous voulez, les enfants, les parents, d'aller courir la distance que vous voulez. Le seul intérêt, et c'est là qu'on rejoint notre sujet du jour, c'est que c'est avec la Ligue contre le cancer. On avait permis de lever pas mal de fonds pour la Ligue. On avait reçu le défunt président de la nationale de la Ligue, à qui on a une pensée aujourd'hui à la veille de cette journée mondiale contre le cancer qu'on continuera à décrire tout au long des éditions de Sud-Ouest et sur TV7. En tout cas, voilà, on vous donne rendez-vous pour marcher, courir, pédaler. Ça sera ensemble contre le cancer. Ça sera à partir du 1er avril. Tout sera sur le site de sudouest.fr et de TV7. Vous allez voir aussi ça sur les réseaux sociaux. Il est temps, en tout cas, qu'on vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette rencontre. Il y en aura d'autres. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. On aura aussi une rencontre spécifique questions-réponses que vous nous avez posée dans le cadre de cette journée mondiale contre le cancer. Nous sommes tous concernés. Merci. Très bonne journée. Ah oui, d'accord. Vous l'avez discrètement comme votre collègue. Bon, ça va? Vous Ah, avez très bien. des frustrations, des choses qui n'ont pas été dites ou, Non, ça J'ai va. un peu zappé l'histoire du Covid parce que je savais qu'il n'y avait pas eu d'impact. Comme Ah j'ai oui, vu très que bien, Très bien. très bien. Ouais. j'ai dit c'est pas la peine que j'en parle, je vais Ça perdre m'a du pas temps. manqué. Non, non. Voilà, donc Non, c'est non, la seule que non, j'ai non. zappée. J'ai Non, fait pas de préciser souci. deux, trois choses avec Oui. vous. Non, Je voulais pas qu'on de finisse souci. par cette petite note optimiste. Ah. Bon, merci encore. Mais merci à vous. C'était très sympa. Merci à vous. Et,